Monsieur, dame, Tanguy Koki. Bonsoir, merci de me recevoir ici. Professeur Noël Tchani, candidat déclaré déjà pour la présidentielle de 2023? Vous savez, nous, à la force de changement, nous sommes des républicains. Et quand je dis républicains, c'est-à-dire des gens qui croient sincèrement dans le respect des textes de la Constitution, mais aussi dans le respect des us et coutumes démocratiques, comme cela se passe dans tous les pays. Quand on a eu une élection présidentielle comme celle qu'on a connue en 2018, on a un président de la République qui est sorti de ces élections-là. Il a un mandat de 5 ans. Nous croyons qu'il faut lui laisser le temps de travailler et de montrer de quoi il est capable. Il arrivera un moment où nous allons évaluer sa performance pour déterminer s'il a bien travaillé, s'il mérite d'être conduit pour le deuxième mandat. Et si cela n'est pas le cas, on sera tout à fait justifié de se lancer dans le ring et d'essayer d'apporter des actions correctives pendant le quinquennat qui commencera en 2024. Alors, pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. La force des changements ne s'est pas encore prononcée pour la présidentielle. Mais néanmoins, vous comptez rafler des postes législatifs nationaux et provinciaux. Et je dis bien que tous les postes seront mis sur la table. Président de la République, députés nationaux, sénateurs, tous ces postes-là seront sur la table. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment de se prononcer là-dessus. Avec le professeur Noël Tchani, nous allons passer au crible ou faire les décryptages de tous les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Ouvrons le bal à professeur Noël Tchani avec la loi électorale sous examen au niveau de l'Assemblée nationale portée par le groupe des 13 avec à sa tête Délice Sanga, une loi baptisée loi Lokondo. En fait, dans cette loi, la proposition que vous avez faite sur la congolité semble être supprimée. Quelle lecture faites-vous de cette loi sous examen déjà au niveau de l'Assemblée nationale en perspective des élections de 2023? D'abord, je voudrais apporter une correction. La loi que nous avons mise sur la table ne porte pas sur la congolité. La congolité, c'est un terme savant inventé par des ennemis de la République qui ont voulu mettre dans les têtes des Congolais l'idée qu'on fait la distinction entre Congolais et qu'il y a des Congolais qui seront exclus de la nationalité congolaise. Ils veulent invoquer les mauvais souvenirs de la Côte d'Ivoire, où il y a eu le principe de l'ivoirité, où certains Ivoiriens, représentant près de 26% de la population, ou 7 millions d'habitants, sur les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont originaires du Nord, on leur disait, vous n'êtes pas Ivoiriens. Nous n'avons pas ce problème-là en République démocratique du Congo. Nous disons, tous les Congolais sont des Congolais. Et d'ailleurs, notre loi est une proposition de loi, elle est beaucoup plus inclusive que beaucoup de personnes le pensent. Une loi... Parce que nous y ajoutons le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Ce que ça veut dire, c'est que tous les Congolais à qui on a retiré la nationalité congolaise et qui sont essentiellement dans la diaspora, tous ces Congolais-là, nous allons leur redonner la nationalité congolaise qui devient irrévocable. C'est-à-dire que quand vous êtes Congolais, vous naissez Congolais, vous grandissez Congolais, vous vivez Congolais, vous allez mourir Congolais et nous allons vous enterrer Congolais. Si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité étrangère, ce que nous appelons des papiers ou des nationalités de convenance pour être à mesure de vivre et de travailler dans les pays étrangers. Nous saluons cela, sauf que quand vous revenez au Congo, nous vous reconnaissons toujours comme étant l'un de nôtres, vous êtes toujours Congolais. Par conséquent, l'idée de congolité, c'est une mauvaise idée, c'est un mauvais concept. Donc ce n'est pas une proposition de loi qui est discriminatoire? Pas du tout, bien au contraire, comme je viens de le démontrer tout à l'heure. Les avantages même. Elle est très inclusive. Pourquoi? Parce qu'en adoptant notre proposition de loi, on aura 10 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise, qui vont recouvrir la nationalité congolaise. Alors, est-ce que nous sommes inclusifs en redonnant la nationalité à 10 millions de personnes ou pas? Nous sommes très inclusifs. Il ne faut pas que certains individus qui sont dans des situations particulières et qui ne peuvent pas justifier leur appartenance à la République démocratique du Congo essayent d'entraîner tout le monde dans des mensonges. Nous disons,
tous ceux qui sont de père ou de mère congolais sont des Congolais. Pendant toute leur vie, ils ne peuvent pas perdre la nationalité congolaise, mais ne peuvent accéder aux fonctions de souveraineté qui sont très sensibles que des Congolais nés de père et de mère congolais d'origine, pour la simple raison que nous voulons nous assurer de la loyauté à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. En vous entendre parler, votre proposition de loi vise principalement à la protection des postes de souveraineté de notre pays, notamment la présidence de la République. Aujourd'hui, avec cette loi qui est sous examen au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous avez cette lueur d'espoir que c'est que vous défendez jour et nuit la protection des postes de souveraineté sera prise en compte? Ce sera pris en compte. Et je vais vous dire une chose. Cette proposition de loi deviendra loi et elle va être en vigueur dans ce pays pendant que nous sommes tous vivants. Et je vais vous dire ce qui se passe actuellement. Il faut l'espérer en 2028 ou en 2023. Avant 2023, j'arrive. Ce qu'il y a, c'est que pour intégrer la proposition de loi dans l'arsenal juridique congolais, il faut qu'on modifie la loi électorale en insérant dans les articles qui parlent des conditions d'éligibilité à la présidence de la République l'exigence d'être né de père et de mère congolais. Or, pour le faire, il faut que la loi électorale soit conforme à la Constitution. La Constitution, dans sa forme actuelle, n'a pas cette disposition. Il faut donc modifier deux articles de la Constitution. L'article 10 de la Constitution, qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive, on va dire qu'elle est irrévocable. Donc, on ouvre la loi à la double nationalité. Maintenant, l'article 72 de la Constitution, qui dit que pour être candidat à la présidence de la République, il faut être congolais d'origine. Nous allons ajouter virgule, né de père et de mère congolais. Donc, on doit modifier la loi électorale et on doit modifier la Constitution. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Simultanément, j'arrive, laissez-moi terminer mon idée. Simultanément, donc les deux textes doivent être conformes. Or, pour modifier la Constitution, même dans un seul article ou dans deux articles comme nous le proposons, il ne faut pas que le pays soit pendant la période d'état d'urgence ou d'état de siège. C'est ça qui bloque. Ce n'est pas un individu quelconque qui a été corrompu. Non, ce n'est pas le groupe de G13 qui bloque. Pas du tout, ils ne vous disent pas la vérité. Ce n'est pas du tout un individu qui a été corrompu. C'est la circonstance, les contextes actuels avec l'état de siège. Le contexte actuel, c'est parce que le pays se trouve pendant l'état de siège. À la minute que l'état de siège est levé, nous allons retourner à l'Assemblée nationale. On va remettre la modification constitutionnelle sur la table pour qu'on puisse modifier la Constitution. Et on va à la même minute aussi simultanément modifier la loi électorale. Et les deux vont inclure donc les éléments dont je viens de parler, l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, mais également la question d'être né de père et de mère pour être éligible à occuper les fonctions de souveraineté parmi lesquelles le poste de président de la République. Mais il est important aussi que je dise aux compatriotes quels sont les postes de souveraineté dont il est question. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce que nous essayons de faire. Les postes de souveraineté sont les suivants. 1. Président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre et les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, défense, justice, affaires intérieures et affaires étrangères, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats de la République, les gouverneurs des provinces, tous les gouverneurs donc des provinces, le directeur de l'agence des migrations, la DGM, l'administrateur général de l'ANER, de l'Agence nationale de renseignement, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, mais également le président de la Commission électorale nationale indépendante. En plus de cela, tous les époux ou toutes les épouses de tous ces postes verrouillés devront être aussi verrouillés. Donc voilà les postes dont il est question. Quand vous faites le total, on parle d'une centaine de postes, 100 postes au maximum. Nous sommes 107 millions de Congolais. C'est-à-dire que si on a verrouillé 100 postes sur 107 millions de postes potentiels, même si on doit créer des emplois même pour les enfants, 107 millions, est-ce qu'on a exclu des gens pour des raisons de discrimination? Pas du tout. Allez dans d'autres pays comme en Zambie. En Zambie, ils ont dit que pour être candidat à la présidence, il faut être zambien et avoir les deux parents qui sont zambiens
d'origine. Est-ce qu'il y a eu, professeur Noël Tchani, est-ce qu'il y a eu déjà une enquête au préalable qui vous fait dire que ces postes de souveraineté aujourd'hui dans notre pays est parfois occupés par les étrangers? Mais bien sûr qu'on connaît qu'il y a eu des étrangers ou qu'il y a des étrangers qui occupent ces postes-là. Allez dans l'armée, vous allez voir, notre armée est infiltrée. C'est pour cela que la guerre à l'Est ne peut pas terminer. Quand nous allons verrouiller ça, vous n'allez plus avoir des gens, des officiers supérieurs de l'armée qui viennent des pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas contrôler ça. Deux, on a connu des gens comme les Bisengimana, les Kengo Adondo, les Moïse Katumbi, tout ce monde-là, dont la loyauté à la RDC n'était pas du tout prouvée, et ils ont occupé des postes importants. Nous voulons maintenant nous assurer que tous ces Congolais-là, ils peuvent faire tout dans ce pays. Les Congolais de père et de mère. Ils peuvent faire tout dans ce pays qui est le leur aussi. Sauf qu'on doit limiter ce qu'eux, ils peuvent faire par rapport aux Congolais d'origine qui sont 100% Congolais de père et de mère, qui pourraient occuper en ce moment-là des postes de souveraineté que je viens donc d'énumérer. Je vous vois très confiant que votre proposition aura bien évidemment une fin favorable, mais lorsque vous avez épinglé même le fait que les blocages résideraient par l'état des sièges, la situation sécuritaire de notre pays qui est toujours volatile, pensez-vous que l'état des sièges sera un jour levé avant même 2023? Bien sûr que oui. Il y a beaucoup d'évolutions en ce qui concerne la situation sécuritaire à l'Est. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont impliqués donc dans ce processus-là. La seule chose, c'est que nous apprenons tous les matins qu'il y a autant de compatriotes qui ont trouvé la mort, qui ont été massacrés par des éléments, des criminels incontrôlables. Il y a eu carnage à Djougou, à Midjouri et consorts. Donc, ce que nous disons, moi personnellement, j'appelle à une réévaluation de l'état des sièges. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes doivent se retrouver autour de la table, qu'on puisse avoir les éléments sur le terrain et qu'on fasse le bilan pour voir avant l'état des sièges quelle était la situation, quelle est la situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ramène la paix, la sécurité totalement à l'est de la République comme sur l'ensemble du territoire national. Après cette réévaluation-là, nous allons déterminer comme des gens intelligents s'il faut continuer l'état des sièges et pendant combien de temps ou bien s'il faut y mettre fin. Donc, mais faisons cet exercice-là avec des éléments à l'appui plutôt que de sauter à des conclusions sans connaître réellement la situation sur le terrain. Monsieur Noël Tchani, vous avez un point de vue à émettre par rapport à ces débats de politique autour du consensus à dégager. Un consensus soit trouvé dans un cadre institutionnel, consensus dans un cadre extra-institutionnel. Quel est votre point de vue par rapport à cette guerre sur les consensus à trouver, à dégager autour de la loi électorale? Je pense qu'il est important que quand on est dans un pays, que tout le monde regarde dans la même direction. Quand on veut entreprendre une grande réforme comme celle de la loi électorale, il faut que toutes les parties prenantes regardent dans la même direction, aient les mêmes informations et aient un débat démocratique où ceux qui sont pour donnent des arguments, mais ceux qui sont contre aussi donnent les contre-arguments dans le même hémicycle, dans l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous avons l'Assemblée nationale. Alors, moi je ne suis pas d'accord que quand vous êtes pour, vous êtes dans l'Assemblée nationale et quand vous êtes contre, vous sortez de l'Assemblée et vous dites non, pour que nous puissions avoir donc pour aller de l'avant, nous devons nous mettre autour de la table, partager le gâteau. Parce que c'est ça que ça veut dire ici. Quand les gens commencent à réclamer de pouvoir se mettre autour de la table, d'avoir le consensus, c'est pour partager le gâteau. Moi, je vais vous dire une chose, je ne demande rien. Pas un seul petit morceau de gâteau à partager en refusant de laisser le processus démocratique fonctionner. Donc ce que je demande, c'est que tous ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils aillent à l'Assemblée nationale, qu'ils expriment leur point de vue. Donc que les consensus soient trouvés à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Je ne veux pas qu'il y ait des dialogues. Donc vous avez l'expérience passée sur les dialogues, consultation, concertation, dialogue entre politiques qui se termine par le partage des gâteaux, des postes, des responsabilités. Je ne fais pas partie des gens qui réfléchissent de cette façon-là. Je considère que quand on a une Assemblée nationale, et surtout quand vous avez des députés là-bas, vous pouvez vous faire entendre. Regardez, moi je n'ai même pas de député à l'Assemblée nationale, mais je me fais entendre. Pourquoi? Parce que quand j'ai un point de vue à donner, je le fais soit à travers les médias, soit je trouve les parlementaires qui sont là-bas et je leur dis, voici ma position, défendez cela. Alors, ceux qui ont des députés nationaux, pourquoi ils ne peuvent pas prendre les micros et défendre leur point de vue devant tout le monde? Mais ils sont catégoriques aujourd'hui, avoir la MOUCA, avoir l'FCC, ils sont catégoriques, ils ne veulent pas
trouvé le consensus au sein de l'Assemblée nationale, estimant que l'Union sacrée, les députés de l'Union sacrée sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale, que leur voix sera étouffée. Je voudrais leur demander une chose, qu'ils nous signent un papier qu'ils annoncent devant le peuple congolais que si on avait à faire ces dialogues-là, ils ne vont demander aucun poste dans le gouvernement de l'Assemblée nationale. Qu'ils nous signent un papier et qu'ils le disent avant qu'ils s'engagent. Parce que vous allez voir qu'à la fin de la journée, ils cherchent la même chose, le partage du gâteau. Et moi, je ne réfléchis pas comme ça. Est-ce que dans tous ces débats, dans toutes ces revendications, sit-in de part et d'autre, marches, ça nous laisse entrevoir la tenue des élections en 2023 ou bien... Nous n'avons pas de choix que de respecter le calendrier électoral. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, elle est mise en place pour ça. Il faut lui donner des moyens, tant au niveau national qu'au niveau de la communauté internationale, pour lui permettre de faire son travail et de faire toutes les étapes préparatoires qui vont mener à l'organisation des élections au plus tard en octobre 2023. Donc, nous devons tenir à cela. Parce que si nous commençons à sortir encore de ce calendrier électoral pour entrer dans les histoires donc des glissements et consorts, c'est que ce pays est mal sorti, est mal parti. Nous n'allons jamais avoir des institutions stables. Pourquoi? Parce que à l'issue de chaque élection, il y a des gens qui vont refuser de reconnaître les élections et qui vont commencer à réclamer de partage le gâteau, toujours avec les histoires de trouvons des consensus. Parce que telle personne n'est pas satisfaite ou tel parti politique ne se retrouve pas, allons donc à la mangeoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Je tiens à ce que les délais constitutionnels soient respectés. Et je vais d'ailleurs faire... Noël Tchani n'a jamais été invité à la mangeoire. Je n'ai jamais participé à la mangeoire et j'estime que ce n'est pas comme ça que le pays devait fonctionner. S'il y a des gens qui sont intègres... Noël Tchani ne réclame pas un poste. Je vais vous dire une chose, que je suis très bien comme je suis là. Le poste que j'ai réclamé, c'est celui d'être président de la République. Vous savez, si j'étais président de la République, j'aurais tiré ce pays-là par le nez et j'aurais transformé fondamentalement la façon dont la RDC est structurée et fonctionne. Avec votre loi Marshall? Avec le plan Marshall. C'est une vision de développement. Je continue à penser que ceux qui ont des visions de développement, qu'ils les mettent sur la table, qu'on puisse comparer et qu'on sache qui a les meilleures idées pour gérer le pays. Et moi, je vous assure que le plan Marshall est revisé. C'est-à-dire celui que j'ai présenté en 2018, là. Il est mieux aujourd'hui parce que je l'ai mis à jour pour tenir compte des effets de la crise russo-ukrainienne, mais également de la pandémie de Covid-19. Nous avons aujourd'hui un plan Marshall qui est une véritable vision pour transformer ce pays, pour sortir de la situation du sous-développement, en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans, créant au passage des emplois et des opportunités pour tout le monde, et surtout embarquant les Congolais dans le processus de développement, chose qui n'a jamais existé jusqu'aujourd'hui. Espérons qu'un jour, vous deviendrez président de ces pays. Espérons. Il est permis de rêver. Hein? Vous savez, Dieu est tout grand et tout puissant. Quand il a tracé, les Maliens disent au Mali, quand c'est marqué sur votre visage que vous allez le devenir, il n'y a personne qui va vous empêcher. Malheureusement, beaucoup de personnes ne peuvent pas lire cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il a marqué sur mon visage ou sur le visage de chacun de nos compatriotes. Et s'il a déterminé que je serai président de la République, on va y arriver. Professeur Noël Tchani, avec toutes les innovations qui requièrent cette nouvelle loi sous examen au niveau de l'Assemblée nationale, pensez-vous que nous irons aux élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023? C'est mon souhait. Et ça doit être le souhait de tous les Congolais. Je disais tout à l'heure, quand on a des délais constitutionnels, il faut apprendre à les respecter. Maintenant, il y a des étapes préparatoires qui peuvent rassurer tous les Congolais pour montrer qu'on aura des élections crédibles et transparentes. C'est pour ça que les innovations qui sont introduites dans le cadre de la loi électorale, il y en a qui font du sens, il y en a qu'il faut élaquer. Et je voudrais dire par exemple que si nous avons une loi électorale qui n'inclut pas les conditions d'éligibilité des pères et des mères, dans cette loi-là, c'est que cette loi-là, elle est biaisée. Elle est pilotée par des gens qui sont achetés avec de l'argent pour faire offense, pour faire objection. Il faut qu'il y ait cette acception de père et de mère. Il y a des gens qui sont payés pour défendre le point de vue des individus et éviter de représenter le point de vue des Congolais. Vous savez, j'ai été dans une réception hier, quelque part.
La réception, la fête avait commencé depuis 18 h. Je suis arrivé à 19h30. À la minute, la salle était pleine. À la minute que je suis entré dans la salle, littéralement, c'était comme un brouhaha qui sortait de là. Tout le monde a crié, de père et de mère. Et j'ai compris que nos compatriotes, ils ont compris. Ils comprennent pourquoi nous défendons ce point de vue-là. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mes enfants. C'est pour les enfants des enfants des enfants de nos enfants. C'est-à-dire pour que ce Congo-là continue à exister en tant que pays souverain. Vous savez, j'ai beaucoup de peine quand je passe sur le boulevard du 30 juin et je vois la maison de Patrice Emery Lumumba. Ou quand je rencontre les enfants de Patrice Emery Lumumba comme les Juliana ou bien les François. Et je me dis, mais regardez-moi ces enfants, ces compatriotes, dont le père s'est sacrifié pour nous, pour ce pays, pour la souveraineté nationale. Il y en a eu beaucoup comme ça qui se sont sacrifiés. Et aujourd'hui, 62 ans après l'indépendance de la RDC, nous voulons remettre le Congo dans les mains des gens qui n'ont pas de loyauté à l'égard du pays, aux étrangers en quelque sorte. Moi, je pense que nous pourrions être qualifiés de naïfs si cela arrivait. Faisons tout pour défendre la RDC et sa souveraineté nationale, pour que ce pays-là soit géré par nous, même si nous avons commis des erreurs de gestion de gouvernance. C'est notre pays. Pour que demain, après-demain, on laisse le Congo dans les mains toujours des Congolais, des gens qui sont les propriétaires de ce pays. C'est ça le sens de ma bataille. C'est ça le sens de ma bataille et c'est ça le sens de cette proposition de loi connue aujourd'hui comme étant avant de père et de avant de passer à un autre sujet, que diriez-vous à tous ces mondes qui estimaient qu'après les débats de la loi électorale au niveau de l'Assemblée nationale, la loi qui vise à protéger les postes de souveraineté par vous, proposé, endossé par Singhi Poulou au niveau de l'Assemblée nationale pour la présenter, était totalement morte? Non, la loi n'est pas morte, c'est que les gens n'ont pas l'information. D'ailleurs, je voudrais inviter tous les compatriotes qui s'y intéressent. Je vais animer une conférence le 20 mai, ce vendredi, à l'IFASIC, à partir de 10 h. L'entrée est libre, tout le monde est invité. Venez, on va partager plus d'informations sur la loi et où est-ce qu'on en est. La loi n'est pas morte, et bien au contraire, elle est très vivante. Et elle va être approuvée par l'Assemblée nationale et elle sera promulguée par le chef de l'État dans ce pays avant 2023. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule chose contrainte que nous avons, c'est le fait que nous avons l'état de siège. L'état de siège ne permet pas qu'on puisse modifier la Constitution. Or, inclure cette loi dans la loi électorale implique aussi une modification de 2 articles de la Constitution, ce qui est interdit par l'état de siège. Mais aussitôt que l'état de siège est levé, on pourra modifier la Constitution et aussi modifier la loi électorale. Et le principe de père et de mère sera inclus bien dans la loi électorale, mais également dans la Constitution. J'espère que certains ont été par rapport au bien de cette proposition de loi, Noël Tchani, qui n'est pas totalement morte. Cette loi est bel et bien, cette proposition de loi est bel et bien vivante. Nous devons attendre que l'état des sièges soit levé afin que nous assistons au débat systématique sur cette proposition de loi dit de père et des mères au niveau de l'Assemblée nationale. Noël Tchani, parlons-en à présent de cette gouvernance. On parle de la bonne gouvernance sous les régimes Tshisekedi, de voir la réserve d'échange très majorée à 4 milliards de dollars américains, la DGI faire des prouesses pendant 4 mois, près des 5 milliards de dollars américains. Historiquement, c'est quelque chose d'historique, même événement pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler de la bonne gouvernance au moment où d'autres sons des cloches parlent d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise gouvernance en République démocratique du Congo? Oui. Bon, d'abord, je voudrais dire que lorsque Joseph Kabila partait du pouvoir, il avait laissé les réserves d'échange au niveau de 1,2 milliard, environ 1,2 milliard de dollars. Et si on parle de 1,2 milliard de dollars de réserves d'échange, et on est aujourd'hui autour de 3,8 milliards de dollars de réserves d'échange, et c'est qu'il y a une certaine évolution positive qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. Maintenant, est-ce qu'on est sorti de l'auberge? Est-ce que c'est ça la bonne gouvernance? Moi, je dirais que nous devons peut-être prendre notre mal en patience.
nous avons encore beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse parler de la bonne gouvernance dans notre pays. Je voudrais vous donner deux ou trois exemples. Des signaux de cette bonne gouvernance. Je voudrais vous donner deux ou trois exemples pour expliquer. Déjà, les 3,8 milliards de dollars de réserves d'échange proviennent d'où? Elles proviennent, des contributions des bailleurs de fonds. C'est-à-dire l'argent de l'extérieur que nous, on n'a pas produit, on nous l'a donné sous forme de dons ou de prêts et c'est allé dans des réserves d'échange. Je ne devrais pas souhaiter que nous puissions nous taper sur les épaules pour ça parce que ça ne viendra pas tous les jours. Deuxième élément, il y a les effets du code minier qui prévoyait qu'à partir de telle année, les entreprises minières allaient payer autant qui allaient entrer dans les caisses de l'État. Donc il faut saluer les efforts d'aujourd'hui, mais il faut aussi saluer ceux qui avaient mis en place le code minier qui prévoyait ces entrées financières-là. Mais au-delà de cela, je souhaiterais que nous puissions relativiser les choses. Pourquoi? Parce que les réserves d'échange, ce n'est pas le signe de succès d'un pays. Et quand on a un pays de 107 millions d'habitants, et on parle de réserves d'échange de 4 milliards de dollars, moi je pense que c'est rien par rapport à ce que ce pays est capable de dégager. Au-delà de la réserve d'échange, de la DGI qui fait des dépassements des assignations prévues. Pourquoi est-ce que la DGI ne le faisait pas hier? Parce que tout l'argent était volé. Les individus qui travaillaient là-bas, ils prenaient l'argent qui devait aller dans les caisses de l'État, ils mettaient ça dans leurs poches privées. J'ai entendu même au niveau du ministère des Finances, des gens qui achetaient des avions, des petits fonctionnaires de l'État qui arrivent à acheter des avions avec l'argent du Trésor public. Donc c'était du n'importe quoi qui s'est passé hier. La DGI auparavant maximisé de 3 millions de dollars américains par mois. Aujourd'hui, il y a un terme de milliards qui sont mobilisés par mois. J'arrive. Donc ce que je veux dire, c'est que toutes ces régies financières-là, on doit regarder leur performance pour voir est-ce qu'elles peuvent faire mieux que ce qu'elles faisaient hier. Et pourquoi hier elles ne le faisaient pas, aujourd'hui elles le font. Donc s'il y a un semblant d'état de droit avec le contrôle effectué par l'IGF, l'Inspection générale des finances, tant mieux. Et je voudrais saluer donc ces efforts-là. Mais je voudrais aussi relativiser les choses. Pourquoi? Parce que moi, je pense que nous ne devons pas commencer à applaudir qu'il y a autant de réserves d'échange dans les caisses de l'État pendant que nous avons des compatriotes qui n'ont rien ressenti dans leur assiette de la ménagère. Pourquoi? Parce que dehors, on ne peut pas parler donc d'une accumulation de réserves d'échange pendant qu'il y a aussi accumulation de la dette intérieure. Non seulement la dette intérieure au sens de ceux qui ont vendu des biens et services donc à l'État et qui ne sont pas payés, mais aussi du point de vue de fonctionnaires de l'État qui ne sont pas payés comme il se devait. Des enseignants, des militaires, des policiers qui accumulent. Il y a une majoration à 30% des salaires de base de l'agent fonctionnaire de l'État. C'est bien. Je voudrais saluer cette mesure-là. Sauf que j'ai peur qu'elle soit beaucoup plus une illusion monétaire que la réalité. Pourquoi? Parce que quand vous regardez sur le marché des biens et services, l'augmentation des prix a été de combien? S'il y a eu augmentation des prix de 30, 40, 50% et qu'il y a eu augmentation aussi des salaires de 30 à 45%, c'est que sur le plan du pouvoir d'achat net, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Je souhaiterais qu'on sorte donc de ce que j'appelle la démagogie pour arriver à donner au peuple congolais un véritable pouvoir d'achat. Et moi, je considère que nous n'avons pas résolu le problème du pouvoir d'achat des Congolais tant qu'on n'a pas introduit en République démocratique du Congo ce que j'appelle le système de salaire minimum garanti, c'est-à-dire un salaire qui, quand il est payé aux travailleurs, aux fonctionnaires de l'État, il leur garantit de payer le loyer comme il faut, de payer le transport, d'acheter à manger, de payer les soins de santé et d'envoyer les enfants à l'école donc de façon confortable. Et dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'avais déterminé que ce salaire minimum garanti qui puisse permettre à quelqu'un de vivre correctement est d'au moins $1000 par mois. Je suis écœuré quand je vois des policiers, des militaires, des enseignants qui touchent encore $100 par mois. Et si on leur ajoute 30% de cela, c'est-à-dire $130 par mois, c'est toujours insuffisant pour arriver à vivre. Donc, faisons des efforts collectivement pour ramener ce salaire minimum garanti à un niveau qui soit acceptable. Et cessons donc d'applaudir pour des choses qui sont beaucoup plus cosmétiques, mais qui ne traduisent pas une amélioration considérable du pouvoir d'achat des Congolais. Mais qu'est-ce que fait que le fait qu'il y a majoration
les dépassements des assignations prévues par la DGI, réserve d'échange, augmentation de la réserve d'échange, mais cela n'est pas ressenti auprès de la population. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure là. Quand vous augmentez les salaires de 30% à 45% et que les prix sur les biens et services, sur les marchés des biens et services augmentent aussi de 30 à 50%, quand vous regardez le pouvoir d'achat net, il n'a pas connu une amélioration considérable. Donc les gens sont contents parce qu'ils disent que la semaine dernière, j'ai gagné 100 000 francs congolais par mois comme salaire et aujourd'hui, on m'a donné 130 000 francs congolais. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir, avec 100 000 francs congolais, j'étais incapable de payer mon loyer et ma nourriture. Avec 130 000 francs congolais, je suis incapable de payer mon loyer et ma nourriture. Donc il n'y a pas eu une amélioration considérable. Ce que je souhaite, c'est que j'invite encore une fois de plus le gouvernement à être réaliste. Réfléchissons sur la mise en place du système de salaire minimum garanti indexé, qui pourra refléter le véritable pouvoir d'achat des Congolais, pour que quand on leur donne un salaire, tenant compte de ce système de salaire minimum garanti indexé, ça puisse se traduire par une amélioration du pouvoir d'achat, plutôt qu'avoir des statistiques qui, on dit, amélioration du taux de croissance, augmentation donc de la masse salariale d'autant, et ainsi de suite, mais à la fin de la journée, le pouvoir d'achat n'a pas changé donc d'un iota. Il faudrait que nous soyons donc réalistes, et j'invite le gouvernement à tenir compte de ces remarques-là. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à votre mission, qu'on a eu le plaisir de recevoir pour vous ces jours le professeur Noël Tchani Mondiavita, qui est président national de la force du changement, auquel j'ai dit merci pour le temps disposé. Merci de m'avoir invité dans cette émission. Et je voudrais dire que ceux qui veulent participer à nos activités, ou même nous aider financièrement, ils peuvent contacter ces numéros de téléphone et M-Pesa. Orange, c'est 085 210 22 22 et M-Pesa, c'est 082 00 00 988. Envoyez vos contributions financières, ça nous aidera à faire beaucoup plus d'activités pour amener la force du changement au niveau national, pour que nous puissions jouer un rôle beaucoup plus important et mettre en œuvre le plan Marshall que nous avons conçu pour le développement de la RDC. Je vous remercie. Messieurs, dames, Tanguy Koki.